Ce dimanche 6 avril 2025, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, composés du Mali, du Niger et le Burkina Faso, ont annoncé le rappel pour consultation de leurs ambassadeurs en Algérie. Cette décision fait suite à la destruction d'un drone malien dans la nuit du 31 mars 2025 au 1er avril que Algérie affirme avoir abattu pour avoir violé son espace aérien. Bamako, de son côté, conteste cette version et accuse Alger d'un acte hostile, assurant que l'engin a été détruit sur le territoire malien près de Tinzaouaten, à 9,5 km au sud de la frontière. Le Mali dénonce une attaque préméditée et envisage avec ses alliés de porter plainte contre l'Algérie devant les instances internationales. Cet incendie pourrait raviver les tensions entre l'AES et Alger, déjà marquées par des désaccords diplomatiques persistants. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle au Gabon, dans laquelle 8 candidats sont engagés, une seule présence, celle de Brice Clotaire Oligui Nguema, et un seul slogan: c'est enfin notre essor vers la fidélité, envahissent les grandes artères de Libreville, la capitale. Visuellement, la campagne pour ce scrutin a des allures de plébiscite en faveur d'un seul homme, le président de la transition. Résultat, dans les rues, la fièvre électorale des précédents scrutins présidentiels paraît bien loin. Alors qu'à Libreville, dans la dernière ligne droite de la campagne, les Gabonais vaquent à l'ordinaire du quotidien, hormis quelques causeries dans des régions familiales. Leur stratégie se cartonne à tenter d'exister sur les réseaux sociaux. Plus de 980 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes le 12 avril 2025 pour ce scrutin présidentiel. Ce 8 avril, Joseph Kabila a rompu le silence de plusieurs années avec une déclaration écrite. Dans ce document, l'ex-président annonce son retour imminent en République démocratique du Congo qui justifie par la détérioration de la situation dans le pays. Qualifiant la situation de hors de contrôle, il explique qu'après 6 ans d'absence et une année d'exil, il est temps pour lui de revenir en raison de la crise sécuritaire et de la dégradation des institutions. Bien qu'il n'indique pas de date précise, son entourage évoque un retour dans les prochains jours, probablement par l'est du pays, zone particulièrement affectée. Kabila précise avoir consulté plusieurs acteurs politiques avant de prendre sa décision. Ce retour survient dans un contexte politique tendu à Kinshasa et soulève des interrogations sur ses intentions, notamment son éventuelle alliance avec l'AFC M23 dans l'est du pays. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, pourrait devenir le nouveau médiateur entre la RDC et le Rwanda. Cette idée, proposée le 5 avril 2025 par le président angolais Joao Lorenzo, qui termine son mandat à la tête de l'Union africaine. Il souhaite que le dialogue continue entre les deux pays. À Kinshasa, le camp au pouvoir ne critique pas cette décision, mais reste prudent. Lambert Mende, une figure importante de la majorité, dit que le président congolais décidera si ce choix est bon ou non. L'opposition, elle, salue les efforts pour la paix, mais demande plus de clarté et une meilleure organisation car, selon elle, plusieurs initiatives se chevauchent. Cette proposition doit encore être validée par les chefs d'État africains. En même temps, des discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 vont continuer à Doha avec l'aide du Qatar. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé sa vive inquiétude face à la montée des tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. Dans un communiqué, elle appelle les deux pays à privilégier le dialogue et à recourir aux mécanismes régionaux et continentaux pour résoudre leurs différends. Cette réaction fait suite à l'incident du 1er avril au cours duquel un drone malien a été abattu près de la frontière provoquant une crise diplomatique. Depuis, les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs et fermé leur espace aérien respectif. Le Mali, soutenu par ses alliés du Burkina et du Niger, accuse l'Algérie d'agression, tandis qu'Alger affirme que son territoire a été violé. La CEDEAO, bien que l'Algérie n'en soit pas membre et que le Mali s'en soit retiré récemment, exhorte à la désescalade pour éviter une aggravation de l'instabilité dans la région. Au Sénégal, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, est décédé jeudi 10 avril 2025 à Dakar à l'âge de 73 ans.
À la tête de la plus haute instance judiciaire du pays depuis 2022, il s'est distingué l'an dernier en s'opposant au report de la présidentielle voulu par l'ancien président Macky Sall. À la tête de la HCCF, il a œuvré sans relâche pour promouvoir la justice constitutionnelle et les principes fondateurs que les juridictions membres ont en partage. L'unité dans la fraternité et dans le respect de la diversité. Sa disparition constitue une grande perte pour le Sénégal. Le 10 avril 2025, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné la suspension de la délivrance du certificat de nationalité ivoirienne à Tidjani Thiam, président du PDCI-RDA. Cette décision repose sur le fait que sa nationalité est actuellement contestée en justice. Le tribunal souhaite d'abord statuer sur cette contestation avant de se prononcer sur la délivrance du document. L'ordonnance émane de la magistrate Touré Aminata, présidente du tribunal d'Abidjan Plateau. Elle rappelle que seul le président du tribunal, un magistrat délégué ou un juge de section est habilité à délivrer un certificat de nationalité. Or, dans ce cas précis, une action judiciaire est en cours visant à faire contester une éventuelle perte de nationalité de M. Thiam. En conséquence, la délivrance du certificat est suspendue jusqu'à ce que le litige soit tranché. Rappelons que cette procédure a été initiée par Valérie Yapo, militante du PDCI, contestant la légitimité de Thiam à la tête du parti. Des milliers d'étudiants ont manifesté à Tunis et dans d'autres villes tunisiennes ce lundi 7 avril 2025 dans le cadre d'une grève générale décrétée par les syndicats des étudiants pour protester contre la reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Si la mobilisation pour soutenir les Gazaouis est toujours présente dans le pays à travers des rassemblements hebdomadaires, il n'y avait plus eu de rassemblement de cette envergure depuis des mois. Ces syndicats d'étudiants à l'origine de la mobilisation ont profité du rassemblement pour appeler à intensifier les mouvements de protestation contre Israël et à poursuivre le boycott de tous les produits et marques en relation avec les entreprises israéliennes. Des centaines d'opposants, majoritairement des sympathisants du Parti des Historiens libres, se sont rassemblés mercredi à Tunis pour défendre les libertés et dénoncer une régression des droits dans le pays berceau du printemps arabe. Le rassemblement du FSN a réuni à peine une centaine de personnes alors que le PDL a mobilisé entre 500 et 1000 manifestants selon des journalistes de la presse locale. Dehors la dictature, trop d'arrestations, scandaient des manifestants agitant des drapeaux tunisiens. Beaucoup portaient des panneaux Liberté pour Abir ou la photo de la chef du PDL sous le coup d'accusations graves, notamment de complot contre la sûreté de l'État. Précisons que la Tunisie est endettée et connaît une croissance poussive avec un taux de chômage endémique qui grève le pouvoir d'achat des couches sociales moins favorisées. La Cour suprême américaine a suspendu lundi pour des raisons techniques l'interdiction des expulsions de migrants en vertu d'une loi d'exception utilisée en temps de guerre. Donald Trump se réjouissant d'un grand jour pour la justice, même si la bataille judiciaire n'est pas terminée. Le président américain avait eu recours à cette loi de 1798, utilisée jusqu'alors uniquement en temps de guerre, mi-mars, afin d'expulser vers le Salvador plus de 200 personnes présentées comme des membres présumés d'un gang vénézuélien. Le président républicain s'est réjoui lundi de la décision de la Cour suprême à majorité conservatrice. La Cour suprême a confirmé la primauté du droit dans notre pays en permettant à un président, quel qu'il soit, de sécuriser nos frontières et de protéger nos familles et notre pays, a-t-il dit sur son réseau Twitter social. Revirement spectaculaire à Washington. Donald J. Trump a surpris le monde entier en annonçant la suspension pour 90 jours des hausses de droits de douane décidées plus tôt. Désormais plafonnées à 10% pour l'ensemble des pays. Ces taxes ne s'appliqueront pas à la Chine, lourdement pénalisée à hauteur de 125%. Selon le président américain, c'est la chute du marché de la dette aux États-Unis qui a motivé cette décision. Au résultat immédiat, Wall Street a bondi et les cours du pétrole ont suivi. Jeudi matin, l'effet Trump gagne l'Asie.
Tokyo, Séoul et plusieurs marchés boursiers ont ouvert en nette hausse. En France, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a annoncé une révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2025, invoquant les incertitudes liées à cette nouvelle dynamique commerciale.